Le prototype. Page 106. Le squale Zorino Santo jeta un regard vers sa montre. Il tira une petite bouteille de whisky et goba quelques gorgées à la hâte. Rejetant sa tête en arrière et marchant, en titubant, dans le sable, il faisait nuit. Antoine Tidjane, tenant une mitraillette en bandoulière, jeta quelques munitions vers Adolphe Hotchel. Celui-ci les saisit au vol par sa main droite. Il tenait aussi une arme en bandoulière, un pistolet mitrailleur, cherchant à rester à distance du groupe complet des passagers pour mieux les surveiller. Eleonora Tossi fumait une cigarette. Elle faisait un déplacement en cercle pour s'assurer des otages qu'elle tenait en respect avec un automatique. Une arme plus puissante était accrochée derrière son dos. Alfredo avait aussi une arme de poing. Fatigué, il cherchait en attendant la colonne motorisée qui approchait vers eux. Seul Grastow n'avait pas d'arme. Il se dégourdissait les jambes en restant debout, faisant des mouvements pour se décontracter. Quelques jeeps et un camion s'arrêtaient devant eux à une cinquantaine de mètres. Deux hommes voilés descendirent vers eux, apparemment sans armes. Ils restèrent debout attendant que l'équipe du colonel Zorino Cortez se manifeste, et ce qu'ils savaient maintenant, c'est qu'ils étaient en plein désert central, un lieu inaccessible par la civilisation, par la rigueur de la difficulté à y vivre. Un homme sortit du camion. Il se servit d'un haut-parleur le tenant dans sa main. « Colonel Cortez, les Libyens vont bientôt arriver pour tenter de vous arrêter. Vous avez violé des espaces aériens interdits. Je suis votre contact pour cette affaire. Comme convenu, nous vous révélerons pas notre identité. L'appareil que vous venez de voler est arrivé à bon port. » Zorino, El Tiburon, s'avança vers les hommes masqués lentement. Il tenait une mallette blanche selon le plan prévu. Zorino, souriant, les traits fatigués, la mine épuisée, lança en parlant. « J'ai besoin de quitter ces lieux au plus vite et je vous remets les codes pour quitter Malte, la Valette précisément, avec mes hommes de main. » Un homme masqué agita une torche électrique. Deux fois de suite, cela signifiait que tout se passait normalement. L'homme au porte-voix répondit « Vous devez immédiatement prendre place à bord des camions et vous et vos congénères. Les ordres veulent que vous laissiez ici les autres otages et les membres d'équipage du SST. » « Affirmatif, cria Zorino Cortez. Les pirates de l'air firent asseoir tous les otages au sol. Puis, activement, le Portugais, les deux pilotes américains, Eleonora, l'Italienne et le Sénégalais prirent place à bord d'un camion militaire qui démarra en trombe en suivant les trois jeeps et un véhicule blindé, un Humvee. En quelques minutes, le convoi s'éloigna des lieux où il était encore possible de discerner la silhouette du Stratojet diminuer de taille et disparaître totalement. Un vent chaud, le sirocco, soufflait dans les narines de ces aventuriers. Personne ne pipait mot. Curtier s'était installé à côté du chauffeur de camion dont le moteur crachait des fumées, le bruit haletant et infernal. L'équipe était sur le qui-vive, et si ces étranges guerriers les abattaient rapidement dans un guet-apens pour s'approprier après leur butin. Les requins s'entre-dévorent bien entre eux. Mais cette idée morbide se dissipait à la vue de la tournure des événements. Curtier était toujours sûr de lui. Il traitait avec des gens sérieux qui ne risquaient pas leur vie pour un avion ou une motorisation révolutionnaire. Le convoi continua sa route pendant des heures. Dans ces lieux, aucune créature ne pouvait vivre sans se nourrir ni boire si elle ne fût du désert. Tous savaient maintenant que s'ils demeuraient en ces lieux sans ressources, la mort les frapperait au bout de quelques heures, au plus quelques jours. Une simple panne de carburant, il en sera fait de tous. Le convoi continua inlassablement son trajet jusqu'à la nuit tombée. Tous avaient faim. De temps à autre, une gourde passait de main à main. Et à la 10e heure du voyage, l'équipe ne savait plus si elle était au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest de leur position de départ. Un campement apparut enfin loin de tout espace. Des constructions éclairées, telles une base militaire formée de tentes et de matériel de survie ultramoderne. Les roues du camion broyaient le sable et la poussière, et le bruit de son moteur ébranlait le silence du désert et donnait la migraine à tous ses passagers. Eleonora vomit d'un coup en se penchant vers l'extérieur. Une nausée terrible, elle tenait bon. Le camp n'était plus pratiquement qu'à 10 minutes de route. Une radio brisa la monotonie du voyage. Des paroles en arabe crachées visiblement à la hâte confirmaient l'arrivée du convoi dans le camp secret. Un homme attendait seul au milieu de la grande place du campement, entouré de militaires en tenue targui. visiblement assez distant de lui. Des phares puissants éclairaient dans la nuit étoilée tout le camp et ses alentours. Il faisait froid maintenant.
Le camion s'arrêta subitement, ainsi que le reste des véhicules. Curtiez descendit le pas décidé. Il alla vers l'homme se tenant debout au centre du campement. L'équipe d'aventuriers mit pied à terre. Les autres engins coupèrent leur alimentation, stoppant les moteurs d'un seul coup. Deux hommes, probablement ceux qui apparurent pour parlementer, la première fois avec des haut-parleurs, se détachèrent en se dirigeant pour saluer ce qui semblait être leur chef, cet individu, debout, à l'allure austère et rude à la fois, portant un voile sur le visage pour camoufler son identité et se protéger des vents de sable. 4 dromadaires équipés se déplacèrent au fond du campement, tirés par un chamelier en armes. Curtiez resta debout, fatigué, tenant à peine sur les jambes. Il dit « L'appareil est livré, comme convenu, général. Nous attendons la procédure de départ vers la Valette. » Affirmatif, lâcha l'homme masqué sans embûche. « Nous avons faim, général. Pouvons-nous avoir à manger ?» reprit Zorino Curtiez, puis il tourna de l'œil et s'écroula au sol. La fatigue donnait son tempo à cet instant. L'homme du désert claqua de ses doigts et un groupe de sa milice surgit en courant tenant un brancard dans leurs mains. Ils se précipitèrent vers le colonel pour l'aider visiblement. Tous se retrouvèrent sous une tente bien aménagée. Celui qui portait l'appellation de général leur demanda de dormir pour récupérer. Il faisait sombre et incroyablement frais. Zorino ouvrit les yeux doucement. Une image floue se matérialisait. Un visage qui le fixait à quelques mètres. Curtiez était étendu sur une literie et une petite lampe au fond brillait doucement en ces lieux. Il réalisa qu'il était dans une tente climatisée. Une fraîcheur exceptionnelle lui rendait la vigueur en ses muscles et ses nerfs. Une tête coiffée d'un kéfier. Il avait devant lui le général, l'homme qui les avait reçus en ces lieux perdus. Zorino s'assit, il était et se sentait mal rasé, la bouche pâteuse. Où étaient donc les autres membres de l'opération? Visiblement, il était à présent seul au milieu de ces tentes immenses. « Je suis le général Habib, chargé de récupérer les principales pièces de propulsion des réacteurs de ce fabuleux appareil, le prototype. » Zorino reprit confiance. Il avait devant lui l'un des principaux chefs pour traiter et faire aboutir l'opération. « Combien êtes-vous dans cette affaire, général ?» demanda Zorino Curtiez, le Sud-Américain. « Peu importe, il était question de vous payer. Votre argent était déposé dans une grande banque et en voici la preuve, » expliqua Habib. Un papier s'échappa des mains de l'étrange personnage. Il parvint devant le regard de Zorino où celui-ci pouvait lire la somme déposée en son nom dans une banque européenne. Il discerna l'emblème d'une banque suisse uniquement. Zorino sourit, il ne rêvait plus. Son aventure incroyable avait réussi. Du moins jusque-là. Ils sortirent de la tente, une esplanade où la chaleur était en cette journée intolérable. Deux hommes à l'aspect de Touareg s'empressèrent de couvrir la tête de Zorino d'un turban pour le protéger du soleil. Il avait maintenant l'allure d'un véritable baroudeur du désert. Habib lui demanda de le suivre vers un bâtiment en terre s'enfonçant sous le sol. En entrant, ils aboutirent dans une vaste salle où se trouvaient déjà tous ses compagnons, assis à même le sol, attendant son arrivée. Ils étaient tous apparemment indemnes, riant, se passant du thé, climatisés, la fraîcheur régnait agréablement en cette construction enfouie sous le sol. Une immense carte figurait la base en plein centre du désert de l'Afrique du Nord. Ils étaient visiblement quelque part entre la Libye et l'Égypte. Cela signifiait que le SST se trouvait à environ plus de 1550 kilomètres des lieux où ils étaient. Dans un no man's land accru entre la Libye, le Tchad et l'Égypte. Le général Habib était probablement à la tête d'une centaine de mercenaires, tous apparemment sous un même uniforme, à l'aspect d'habillement tari. « Personne ne connaît notre refuge, colonel Zorino, » dit le mystérieux personnage. « Ces lieux sont pratiquement inaccessibles. Aucune armée au monde ne peut intervenir sans en payer lourdement les conséquences. Ces lieux sont protégés par une très ancienne civilisation. Des dispositifs, des pièges et des systèmes de surveillance très puissants verrouillent cet endroit surnaturel du reste du monde. Si des commandos sont lâchés sur nos troupes, ils seront vaincus par la chaleur insoutenable, le manque d'approvisionnement et de ce que les anciens appelaient la reine des sables. Les besoins hydriques pouvant faire reculer les bataillons les plus intrépides et ces immenses canons solaires qui concentrent des rayons en armes dévastatrices brûleraient les intentions des blindés d'approcher nos lieux à 100 km à la ronde. Toutefois, vous rejoindrez la civilisation bientôt, très vite. J'ai apprécié votre action en notre faveur. Et quand cela, je vous prie, demanda Curtiez. Dès que j'en jugerai le moment adéquat, expliqua Habib. Et le SST, continua Zorino Curtiez. Voyez vous-même, nous avons démonté ces réacteurs et les avons cachés en ces lieux plus sûrs.
Habib présenta des photographies absoutes de tout commentaire, figurant des dromadaires tirant des chariots mystérieux pour déplacer plusieurs pièces démontées du SST ou de ses moteurs. Certaines étaient camouflées sous des hangars en forme de filets, des clichés pris sans doute par hélicoptère de nuit et au secret de tous. Le Sud-Américain jeta un regard stupéfait en tournant la tête à sa gauche des lieux où il se tenait. Plus bas, sur une immense place, se trouvait surélevé un hôtel ou édifice étrange, un énorme crâne humain sculpté dans du marbre pur. Des torches brûlaient aux quatre coins de ces lieux. Zorino et le reste de ses hommes étaient prisonniers d'une ancienne civilisation qui vouait un culte à la mort. El Tiburon comprit cela, mais ceci ne voulait pas dire qu'il devait absolument périr irrémédiablement. Habib continua sa marche seul. « Oui, Zorino, Cortez, vous avez compris, l'ancienne cité disparue est protégée par la reine des ombres depuis des millénaires. Nous sommes ici en serviteurs ou gardiens. » Il claqua des doigts. Une troupe de gardes apparut voilée et coiffée. Habib donna des ordres dans une langue inconnue. Les 10 gardes se dirigèrent vers l'hôtel, s'agenouèrent tout autour, puis l'un d'eux se leva et poussa un levier d'un système mécanique qui permit l'ouverture d'un pupitre de commande. Un autre garde, solennellement, poussa un interrupteur et l'énorme crâne ouvrit sa mâchoire, rejetant l'arrière de son occipital vers le bas. Des dents de requin énormes surgirent du sol doucement, formant une aire limitée autour de l'hôtel. Une étrange musique en requiem, telle une orgue d'église, envahit les lieux. « Vous êtes en un lieu magique, colonel Zorino. Et vous et vos compagnons avez atteint une des zones interdites du royaume d'Ela, déesse de l'ombre de l'Asgard des peuples scandinaves au nord et de toutes les civilisations humaines, et de toutes les formes de création sur cette planète. » Pendant qu'il continuait son discours, un avion hélice déversait au-dessus de leur zone une quantité inconcevable de stupéfiants en forme de fumée qui descendait telle de la brume et se dissipait à même le sol. L'appareil ne portait aucune immatriculation décelable et ses moteurs, des Next électriques et à hydrogène d'énergie, ne faisaient aucun bruit. « Et nos compagnons, où sont-ils à présent » demanda Zorino Cortez. Le dénommé Habib lui fit signe de se taire. Une voix inconnue s'élevait de l'hôtel mystérieux en forme de crâne humain assez volumineux. Cette organisation est une bande de demeurez-vous en culte à la mort. Puissant soit-il, je ne dois pas rester en ces lieux ni mes compagnons, pensa Zorino, en allumant un cigario. Un brin visible le frappa sur le visage, faisant tomber à terre son briquet et son cigario. Une musique lugubre s'éleva, rendant l'atmosphère terriblement triste et nonchalant. Se sentait nonchalant. Nous avons créé des airstrips dans le désert, en des endroits inconnus, censés protéger notre ancienne civilisation. Puis Zorino reconnut la danse macabre de Camille de Saint-Saëns. Les yeux ou orbites du crâne projetèrent des visions fantasmagoriques de films d'armes ultra perfectionnées. En 3 dimensions, c'était le soir, déjà le soleil se couchait. Habib, nous devons rejoindre la civilisation. Relâchez-nous, demanda Zorino Cortez. À présent, ils étaient assis sur des fauteuils confortables, admirant ce spectacle d'un vieux fou en 3 dimensions, de missiles en action, de tirs d'armement lourds et l'élaboration d'armes de plus en plus dévastatrices. Habib, votre rêve est insensé. Vous n'avez pas adoré la mort pour être ce que vous êtes, et aucune civilisation ne peut subsister si elle a pour devise le trépas. Vous deviendrez des anarchistes tout au plus. Appelez mes amis, les autres mercenaires, et envoyez-nous rapidement à la Valette, puisque c'est la seule destination accessible. L'homme au kéfier tendit une énorme gourde. Il fait chaud. Colonel Zorino, désaltérez-vous donc. Zorino, le squale, saisit la gourde et but machinalement, refutant l'idée d'être empoisonné. Le goût était agréablement parfumé, un cocktail glacé aux arômes de fruits exotiques. Des glaçons teintés à l'intérieur de la gourde. C'est un délicieux nectar, se dit Zorino. L'homme au kéfier lissa sa moustache de ses 2 doigts, tel que le font certains vieux bédouins du désert d'Arabie ou de l'Égypte. Il plissa ses paupières, se levant, il dit « Soit, vous partez tout de suite vers Malte, mais nous avons besoin de vous et de vos services, colonel Cortez, mais pas un mot sur notre civilisation secrète. Je vous prie, ne révélez jamais son existence, sinon il vous arrivera malheur. Une bien étrange malédiction frappe ceux qui rompent le secret. » Aussitôt que Habib fut levé, à quelques centaines de mètres de là, atterrit un C-17 non immatriculé, complètement peint en noir et qui devait les emporter vers la Valette sur l'île de Malte, située en Méditerranée à quelques milliers de kilomètres de leur position. Zorino et tous ses compagnons prirent place à son bord. L'homme au kéfier, dénommé Habib, devait avoir plus de 60 ans, ses cheveux grisonnants et son teint mat ne laissaient pas définir sa nationalité. Il devait être du Moyen-Orient. Entrant à bord comme eux, il dévoila une de ses cartes du jeu.
yeux. Regardez par le hublot, colonel Curtiez, vous verrez quelque chose d'unique au monde. La bannière pirate de l'état de mort, empire perdu de notre très ancienne civilisation. Autant où le désert était un gigantesque jardin de fleurs et de parfums. Un drapeau s'éleva au son d'une musique inconnue, rappelant celle de la Mauritanie. Une tête de crâne couronnée en faisait un emblème illégal pirate, rappelant le joli Roger, un pavillon marin connu de tous. Pourtant, cette étrange couronne et un navire manquant en faisaient un mélange de lugubre et de sympathie, un aspect miséricorde plané. Des cinglés, ces personnages, se disait Zorino intérieurement, refutant de croire à cette civilisation de balivernes. Tout à coup, pendant qu'il scrutait l'étrange contingent rendant les honneurs de cette sordide nation, des corps surgirent du sol se mettant en mouvement. Non, il ne rêvait pas. D'étranges soldats avaient mystérieusement surgi des sables, éblouis par la lumière solaire, croyant un mirage. Non, Zorino ne rêvait pas, il n'était pas plus drogué que ses compagnons. Saisi de stupeur, il voyait la même chose que lui. Des zombies en armes s'étaient bel et bien soulevés du sol. Grastown ricana. Une supercherie de grande envergure, colonel. On veut nous impressionner, fit-il. Non, le soleil avait disparu rapidement et la lune avait pris une couleur cuivrée, et Zorino comptait une centaine de nouveaux gardes présents au salut de l'étrange emblème. Zorino Cortez ne rêvait pas, il était conscient. Un avion allait-il se planter quelque part en plein désert? Voyait-il le ciel pour la dernière fois? En y pensant, son être était figé de terreur. Grastown se tut. Alfredo baissa les yeux en priant. L'horreur était là, proche peut-être. Le général Habib les dévisagea longuement. Antoine Tidjane laissa perler quelques larmes. Le Portugais regardait ailleurs en faisant mine d'avoir tout perdu. Tout à coup, Habib sortit de l'avion. La porte fut fermée. L'aspect de l'homme, sa silhouette, se volatilisa. Il devint poussière tel un vent indéfini et mystérieux. Seul son habit resta visible sur le sol. Eleonora cria « Nous sommes drogués, nous avons été drogués, colonel !» Puis elle s'assit brusquement sur un siège du C-17 à la peinture sombre. Le jet militaire décolla rapidement. Tous fermèrent les yeux, un long instant en disant que tout était fini. Le C-17 ne portait aucune immatriculation de queue. Il devait en principe être abattu sans sommation, comme un avion espion. Zorino Cortez commença à comprendre le véritable pouvoir de la Reine des Sables. Les missiles tirés pour l'abattre n'atteignaient pas celui-ci. Ils explosaient sans faire de dégâts sur la carlingue, tel un vulgaire feu d'artifice. Lorsque le Sud-Américain tendit sa main pour saisir une bouteille de limonade glacée, il sursauta. Ses doigts étaient décharnés, son poignet aussi. Il comprit en ouvrant sa chemise, à la place de son torse, il voyait des os. Une stupeur indéfinissable. Il entra ses doigts dans sa poitrine et ceux-ci disparurent à l'intérieur en regardant ses amis. Il lui semblait vivre dans des rayons X. Tous étaient ou avaient l'aspect de squelettes vivants. Pourtant, vivant, il l'était, du moins à moitié. En fermant les yeux, Zorino fut soulagé, il pouvait le faire. L'obscurité envahissait son regard au son de l'étrange bruit des réacteurs. Quel état étrange! La nuit vint, tous s'endormirent. Zorino rêvait, dans l'avion qui l'emportait. Un cavalier était à leur trousse, traquant leur chemin céleste, un cheval noir dont les sabots faisaient surgir des éclairs bleutés. Puis l'allégorie laissait apparaître une nuée de pluie, suivant ce pittoresque cavalier, un rire terrifiant, puis une faux levée. Le bref regard sur un sablier doré, couleur de lune cuivrée. Zorino s'éveilla en sursaut. Il était au sol, à la Valette, sur l'île de Malte. Tout était normal à bord. Tous avaient repris leur forme humaine. Il avait donc quitté l'état mystérieux tel que son imagination lui dictait. Hypnos ou Morphée avait octroyé un salut en demandant une faveur à son frère Thanatos. Dès que la porte d'accès de l'appareil fut ouverte, des hommes entrèrent. Zorino s'aperçut qu'ils portaient des habits normaux et non des uniformes. Et sa surprise fut de taille. Il réalisa que le C-17, où il avait quitté l'étrange base secrète dans le désert, s'était métamorphosé en avion de ligne régulière, un BAE 146 quadri-réacteur, où il pouvait lire Maghreb Airlines, un charter de l'Afrique du Nord. Zorino marcha tranquillement vers la porte située à l'avant de l'appareil. Il saisit sa tête dans ses mains en respirant profondément, le regard baissé. Oui, il fut probable qu'il fût drogué. Ces étranges apparitions occultes et mystérieuses ne pouvaient venir de ce qui était normal. Et descendant l'escalier, vers le tarmac, un autocar semblait l'attendre.
L'organisation avait sans doute monté cette illusion de toutes pièces pour garder le SST, et il savait que le prototype doté de réacteurs révolutionnaires était à présent en possession de cette puissante organisation. Zorino Cortez continua sa marche vers l'autocar. L'appareil mobilisé dans le désert du Sahara était finalement tombé aux mains de ces étrangers. Ses compagnons d'armes n'étaient plus avec lui. Il pensait à eux en cet instant. Que pouvait-il leur arriver? Avaient-ils disparu, liquidés par cette mafia du désert? Non, si Zorino fut épargné, ses compagnons, les deux Américains, le Sénégalais, le Portugais ainsi que l'Irlandaise devaient l'être aussi. Mais où étaient-ils donc à présent, se demandait-il. Il prit place à bord de l'autocar. Au bout de quelques minutes, il devait passer les formalités de l'entrée par les services de douane. Il plongea la main dans la poche interne de son veston et découvrit un passeport en son nom et portant sa photographie d'identité, répondant cependant au nom de Max Volut, un ressortissant anglais immigré en Amérique du Sud. Le passeport avait l'air d'être parfaitement vrai. Zorino Cortez présenta ses papiers, le cœur battant. Le douanier le dévisagea mécaniquement et sourit, le priant de se diriger vers la sortie de l'aérogare, en tamponnant son passeport. Il était passé. Zorino Cortez n'en revenait pas. Il était libre à La Valette. Déambulant les mains dans les poches vers le centre-ville, il tâta sa poche droite. Une liasse de dollars y était présente, mal rasée, les yeux hagards, épuisés de tant de sensations multiples et forte à la fois. Zorino se retourna devant un mur et compta ses billets. Il y avait au moins 2000 $. Une automobile s'arrêta à quelques centaines de mètres, une Fiat bleue. Dans ce véhicule, assis à l'intérieur, mordant dans une cigarette, Salah Ben Bouazza et d'autres personnes à l'avant se tenaient, dès la Fieri. L'auto ne bougeait plus. Les personnes dedans semblaient discuter, laissant Zorino se promener sur le trottoir de l'autre côté de la route. Cortez ne pouvait voir qui était dans la voiture au verre sombre et fumé. Il continua sa marche vers le centre-ville, espérant trouver un taxi. Zorino Cortez, le squale, souriait. Il se dit, si 2000 $ sont là et que je suis en vie, c'est que les beaux jours arrivent. L'opération avait réussi. Un taxi maltais passa proche de lui. Zorino l'appela et grimpa dedans, lui demandant d'aller au centre-ville. La Valette, sur l'île de Malte, située en Méditerranée. Le Sud-Américain y était à présent. Son étrange aventure, un coup de poker de maître, l'avait mené en ces lieux. Seul pensif, il s'assit dans un café, passant la commande d'un lunch. Il avait faim et savait que ses moindres gestes étaient surveillés par des personnes qu'il ne pouvait voir. Zorino sirota un café longuement, songeant à déguster sa saveur par de longs moments saccadés. Il devait savoir ce qui se passait à présent. Non, les dénouements de son affaire continuaient. À présent, il devait établir un contact, rejoindre une capitale européenne. Peu lui importait. Après l'Amérique du Sud, il pensa à Mexico, son point de départ, sans doute dans toute cette histoire. Et comme il n'avait plus son calepin, il se remémora un numéro précieusement enfoui dans sa mémoire, un numéro de l'étape finale de cette opération. Interpol était lancé sur ses trousses depuis longtemps, il le savait. La lettre finale signifiait J, c'est-à-dire Juliette, son dernier doigt des 10 doigts de ses mains. Aucune capitale européenne ne commençait par la lettre J. Il n'arrivait pas à trouver. Deux hommes s'assirent en face de lui. L'un d'eux portait un chapeau qu'il retira. Zorino reconnut l'homme dans l'auto bleue stationné près de lui, quelques minutes auparavant, à son arrivée à Malte. Les deux hommes semblait ne pas s'intéresser à lui. Il fouilla sa poche droite et s'aperçut soudain qu'un papier y était. Il lut le papier rapidement et trouva un numéro de téléphone à appeler. Son humeur changea, plus de doute. L'opération avait repris son cours et était relancée. El Tiburon se leva. Laissant un bon pourboire en payant son déjeuner, il se dirigea vers une cabine téléphonique et appela son contact. « Pronto, ici Lopez. Electronic and Software. Oh, Mr. Pedro Ardiles, cela me fait plaisir d'entendre votre voix. Nous avons fait mouche en affaires. Des tas de propositions s'amoncellent devant mon bureau en cet instant. L'indice de vente ne cesse de grimper. Et je suis très satisfait de nos projets futurs. Vous êtes où en ce moment? À La Valette, sur l'île de Malte, monsieur Rico. J'ai besoin de votre assistance pour obtenir un transfert vers Madrid ou Marseille. J'ai perdu nos contacts, mon calepin et mon agenda sont introuvables. Ce n'est pas grave, monsieur Ardiles, nous ferons le nécessaire pour tout. Votre association nous est profitable et intéressante. Nous pouvons ouvrir des magasins d'électronics and software partout dans le monde et particulièrement dans votre pays. Monsieur Ardiles, prenez ce numéro de contact de notre consulat. Oui, c'est cela, 00. Zorino inscrit le numéro sur une feuille et le garda précieusement. Il devait s'y rendre dans 1 heure ou 2 maximum pour quitter La Valette vers Rome. Ici Lopez, Electronics and Software.
Zorino pensait prendre un petit hôtel. Il réserva une chambre pour une personne le temps de régler ses papiers. El Comandante avait pratiquement réussi vu la tournure des choses. Très loin de là, le SST était dirigé vers un abri souterrain en plein désert. Sous le sol, une immense structure aménagée était éclairée. Des hommes en uniforme s'affairaient à descendre l'appareil vers une immense zone où marchaient deux hommes en souriant. L'un d'eux portait une casquette militaire, l'autre n'était qu'un certain Habib, le général mystérieux, qui avait disparu devant les yeux drogués de Zorino Cortez. Au moment de son départ vers la Valette, le général parlait en roulant les airs. « Très joli travail, chers collègues. Nous allons détacher toutes les pièces de la motorisation de ce type de jet. Le mode de propulsion était révolutionnaire. Des hommes rappelant le Spetsnaz en uniforme prenaient sans cesse des photos des jonctions de motorisation dévissant les moindres recoins de la carlingue avec un matériel sophistiqué. Dans cet étrange lieu souterrain, personne ne pouvait se douter qu'un hypersonique y était caché. Personne ne connaît ce lieu, colonel Vassili, personne. Nous sommes dans un no man's land entre la Libye et le Tchad, en plein désert. Et combien de superficie pour cette structure souterraine? Demanda le colonel russe. Environ 500 à 1000 mètres carrés, et nous disposons d'un ascenseur colossal pouvant descendre jusqu'à 10 étages sous terre. Ça alors, un véritable état-major anti-atomique. Rigola le colonel Vassili. Des compagnies aériennes nous achèteront ce projet à prix d'or. C'est une cerise sur le gâteau de toutes nos années de service dans l'ex-URSS. Des hommes cagoulés envoyaient des photos vers des micro-ordinateurs, vers Moscou, Belgrade, Cuba, Bucarest et la plupart des pays de l'Est, vers des sites de communication. Le SST était dévoilé du monde.